Hier, alors que Gilbert Rozon a pris la parole dans le cadre d'une mésentente au palais de justice entre Québécois et Juste pour rire, ça a créé toute une espèce de chaîne de réaction partout au Québec. Il y a des gens qui ont dit... Il a bien fait de défendre la présomption d'innocence, c'est vrai. On ne lui a pas donné cette présomption d'innocence. D'autres qui ont dit c'est victimisé. Il a voulu passer pour celui qui avait trouvé ça le plus difficile, cette expérience-là, alors qu'il y a des victimes objectives là-dedans. Alors, on va essayer de comprendre comment il a géré tout ça avec justement un expert en gestion de crise. Il est associé chez Public Stratégie et Conseil, Victor Henriquez, Marthe Saint-Laurent, qui est auteure et conférencière, et Mario Larrivée-Côté, qui est sexologue clinicien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, demandons au spécialiste, Victor, comment tu as vu ça, cette performance-là? D'abord, qui s'adresse, qui parle au micro, parce qu'on se souvient qu'il y a d'autres accusés, notamment on se souvient de Guy Cloutier qui disait jamais un mot là, quand il passait à côté des journalistes. Comment tu as vu ça, là? Vous savez, en communication, il y a 3 éléments importants. Le message, le messager et le timing. Dans ce cas-ci, le message est légitime, mais le messager n'a plus de crédibilité parce que le timing est 4 mois trop tard. Donc, finalement, ce qu'on se retrouve, c'est que, oui, il a pris la parole et la présomption d'innocence doit être défendue et il a le droit de le faire. Mais pourquoi attendre 4 mois avant de faire cette sortie-là? Il a dit dans sa déclaration qu'il avait été jugé très vite. En même temps, il a réagi très lentement. Alors, c'est là où il y a un peu d'incompréhension de ma part de pourquoi ça lui a pris autant de temps avant de sortir, alors que pour se défendre, on recommande en gestion de crise de le faire très rapidement, de rétablir les faits et de se défendre sur la place publique le plus rapidement possible. Alors, comment tu as vu ça à cet égard-là, toi, Marc? Bien, je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est le processus tout à fait normal d'un bon manipulateur narcissique. Ah ouais? Tu vois ça comme la manipulation? Ah oui, bien tout à fait. C'est qu'il a repris, en fait, c'est comme s'il avait tourné le fusil vers lui au lieu des victimes. Donc, comme tout le monde parle des victimes, puis plus personne parle de lui, il devient la victime. Et ça, c'est pas rare. Quand les manipulateurs se font mettre le grappet dessus, c'est qu'ils disent « Ah oui, je fais pitié et tout ». Sauf qu'on s'entend que l'innocence, dans ce cas-là, moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Ça fait quand même 2 fois qu'il est accusé. La première fois, c'est tombé. Mais hier, Mme la juge nous a dit qu'il ne faut pas tenir compte de ça. Il ne faut pas dire les cas antérieurs, on ne peut pas tenir compte de ça. Oh non, moi, je ne suis pas d'accord. Voyons donc. Il récidive, c'est tout. La première fois, il n'y a pas... bon, ça s'est réglé. Mais là, on est rendu avec 20 femmes, à part des autres. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend pour dire que cet homme-là est vraiment coupable? En même temps, il a raison. On attend le procès. On attend le procès. Mais en même temps, je comprends qu'il a raison. Il joue. Moi, je pense que c'est une dernière carte qu'il essaie de jouer, c'est tout. En fait, dans un premier temps, Denis, quand M. Henriquet disait tantôt, il est sorti trop tard, effectivement. Je serais porté à penser qu'il aurait peut-être dû sortir, effectivement, quand c'était arrivé il y a 4 mois. Sauf que là, il n'est pas sorti de lui-même hier. Il a comme été forcé d'une certaine façon parce que les journalistes l'attendaient à la sortie de la salle de cours puis l'attendaient dans le stationnement. Par rapport à ce que Marc vient de dire, je dirais que je suis entièrement en désaccord dans le sens où est-ce que présentement, M. Rozon, bon, on parle d'inconduite sexuelle, on parle peut-être d'agression sexuelle, de plainte. Il y a probablement enquête au DPCP présentement qui va décider ou non de porter des accusations, mais je pense que la présomption d'innocence doit demeurer parce qu'on ne peut même pas parler de victime présentement. On doit parler de présumé victime parce qu'il n'y a même pas d'accusation encore. Puis c'est normal, effectivement, quand il disait hier « je refute tout ça », c'est certain, il n'y a même pas d'accusation. Puis comme tu disais tantôt, bien effectivement, s'il y a justice qui doit suivre son cours, bien à ce moment-là, il y aura un juge qui va décider, qui va trancher. Bien... Denis, écoute, moi, je pense que quand il y a 20 femmes qui montent sur la place publique pour dire que cet homme-là a abusé de ces femmes-là... Non. C'est quoi? On parle de 20 personnes, mais là, oui? On parle pas nécessairement d'agression sexuelle. Là. Ah non, un viol, on parle de 20 personnes, mais ça peut aller de l'inconduite sexuelle jusqu'à l'agression sexuelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs là-dedans. Peut-être qu'il n'y aura jamais d'accusation. Mais qu'il y en ait un, qui soit un viol ou qu'il soit de l'inconduite sexuelle, ça ne doit pas être et il faut le dénoncer. Il faut éventuellement... Et ces femmes-là réclament quand même 10 millions. Est-ce que je me trompe ou non, mais quand même, ce que Mario dit, c'est que là, on met sur le même plateau, là, le même niveau,
un viol purement et simplement, là, avec Oui. pénétration, etc., Oui. et d'autres comportements d'inconduite sexuelle. C'est là que tu arrives d'accord. à 20, puis tu arriveras peut-être Parce à... que des, Oui, je suis d'accord. Marc, des comportements d'inconduite sexuelle, c'est pas nécessairement judiciarisable. Là. Tu te retrouves pas nécessairement devant un juge avec un procès puis avec une sentence suite à ça. On l'a Je vu suis dans le d'accord. dossier au but, il y a Oui, quoi, à mais- peu près 2 ans, 3 ans. On l'a vu, on ne sait même pas non plus dans le dossier d'Éric Salvaire qu'il y aura des accusations. Quand on parle de gestes déplacés ou de comportements sexuels déplacés, ça n'amène pas automatiquement à des accusations. Je suis d'accord, mais plus il va en avoir de ça, Mario, puis ça se peut que la loi change. Oui. Et moi, je souhaite qu'elle change. Non, mais c'est parce qu'on peut pas Mais- mettre sur le même on peut pied. pas. Là, il y a une Je suis femme qui dit d'accord. il a mimé le geste de me fouetter avec un foulard sur le même pied qu'un viol pur et simple. On d'accord. s'entend-tu? Je Mais suis d'accord. j'entends Victor qui veut Ouais. s'insérer dans le débat. Là. C'est parce qu'il y a deux choses dont vous parlez qui sont très différentes. La présomption d'innocence est un concept judiciaire sur lequel il y aura probablement, et ce sera à voir avec la justice que nous avons, jugement ou pas jugement, accusation ou pas accusation, et condamnation ou pas condamnation. Mais ici, ce dont on parle, c'est de perception et de jugement populaire. Et celui-là se fait beaucoup plus rapidement, et aux yeux des gens, la perception des gens, elle s'est cristallisée. Monsieur Rozon, que ce soit inconduite, allégation, harcèlement, viol, Monsieur Rozon est quelqu'un qui a des gestes de nature sexuelle qui sont répréhensibles. Pour les gens, c'est un fait. Et c'est là où l'erreur de ne pas avoir corrigé d'avance la situation, s'il voulait le faire, a des conséquences importantes. Parce que la justice fera son cours, mais le jugement du public, il est déjà arrivé, lui. Et à ce moment-là, lorsque M. Rozon sort hier, et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il a été forcé de sortir, comme gestionnaire de médias, on sait qu'il aurait pu passer au travers de la meute de journalistes sans dire le moindre mot. Mais hier, quand il sort et qu'il dit ça, c'est vrai qu'il tente de se poser en victime. Et c'est Alors, là où Victor, moi, j'ai est-ce un qu'il problème. aurait dû arrêter et ne pas parler, là, continuer son chemin, ne pas dire un mot? Comme conseiller, est-ce que c'est ce que vous auriez conseillé? Ou? Je l'aurais jamais conseillé de ne pas parler au début, mais rendu là, s'il m'avait dit qu'est-ce que je fais, j'aurais dit ben, tu gardes la ligne de ne pas parler. Parce que je suis entièrement d'accord. Je veux dire, on ne peut certainement pas minimiser les accusations qui pèsent contre lui aujourd'hui. Il n'y a pas d'accusation. Ou les allégations. Je comprends, c'est des allégations, je comprends. Et c'est des termes très juridiques. Mais les gens qui nous écoutent chez eux, ce qu'ils ont entendu et que personne n'a réfuté officiellement dans les premières heures qui ont suivi, c'est pas après 4 mois qu'on sort, c'est pas après 14 semaines que l'on sort, c'est après 14 heures maximum que l'on sort sur ça. Parce que ce que les gens ont entendu, je suis désolé, mais les gens considèrent que les personnes qui ont parlé sont des personnes crédibles. Et M. Rozon, hier, a dit... Jamais je n'ai fait l'amour à quelqu'un qui m'a dit non. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais fait d'attouchement. Il n'a jamais dit qu'il n'a jamais eu de gestes déplacés. Il n'a jamais... Non, il a dit je n'ai jamais fait l'amour à Oui, mais quelqu'un. encore là, Et encore là, ça fait référence. Quand il dit jamais j'ai fait l'amour, on pourrait dire sans consentement d'une certaine façon. Ce que ça peut sous-entendre, c'est au cours de sa vie, il n'y a jamais eu d'acte sexuel sans consentement. Ça ne fait pas nécessairement référence aux présumées victimes, parce que la notion de consentement, de façon presque générale, les gens ne vont pas nécessairement signer un contrat avant d'avoir une relation sexuelle ou vraiment demander formellement est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas. Tu me dis oui, tu me dis non. Généralement, c'est plus, je dirais, le langage non-verbal qui détermine si la personne a le goût ou non d'avoir une relation sexuelle. Puis en même temps, ce qui arrive, c'est que des fois, je dis pas que c'est le cas dans ce cas-là, mais s'il y a eu, je dirais, abus d'alcool ou abus de drogue, à ce moment-là, c'est sûr que les perceptions peuvent être altérées, puis ça peut faire toute la différence, là. Je te vois trépigner, là. Ah, je trépigne, oui. Tes propos, Mario, me fâchent. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas la route. Il Parce dit, qu'il n'y a il pas dit d'accusation présentement. qu'il y a des accusations, qu'il n'y en ait pas, Mario. On s'entend-tu que cet homme-là, comme disait Victor, n'a pas un comportement sexuel adéquat avec les femmes? Ça commence là, ça finit là. Et c'est vrai que le public a fait son propre, en fait, le jugement. Je veux dire, il y a tellement de femmes qui dénoncent cet homme-là. Il n'est pas clean, c'est clair. Ça fait 2 fois. Je ne sais pas combien d'années mais- qui se sont oui, écoulées, mais écoute, Mario... Il y a 2 choses. Ça a aucun Comme sens. disait Denis tantôt, il y a une gradation au niveau des gestes. Il y a la simple parole, à l'attouchement, à, je dirais, l'activité sexuelle complète avec pénétration. Il y a des gestes là-dedans qui sont judiciarisables. Il y en a d'autres qui ne le sont pas.
Mais dans les 20 présumées personnes qui disent avoir subi des gestes sexuels de la part de Gilbert Rozon, il y en a combien là-dessus qui vont se retrouver devant un tribunal? Il en restera peut-être pas beaucoup sur la vingtaine, là. Puis c'est pas acceptable non plus. Mais ça veut pas nécessairement dire qu'il va en avoir beaucoup qui vont rester. On verra, ceci dit, que ça se retrouve devant les tribunaux ou pas. Ouais. Je pense que son comportement est inadéquat et je pense que cet homme-là devrait être jugé. Qu'il le soit ou pas maintenant, mais qu'il devrait, Ouais, mais même un viol, OK, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 5, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait une, c'est une de trop. Effectivement, le viol qu'il a fait subir à cette actrice-là, bon... Il y a Patricia Tulane, qui, dans le recours collectif, est le cas type. Là, Voilà, là tu es en train de faire son procès. Tu dis le viol qu'il lui a fait subir. On parle actuellement de présumées victimes, là. Écoute! Alors, justement, Victor, sinon, ça devient trop dubitatif facile. à cet égard-là, Victor. En réalité, ce dont on parle ici, c'est d'un personnage public qui avait une image publique qui aujourd'hui est entachée et qui, dans la situation actuelle, qui est présomption d'innocence, ce qu'il y a au Québec et qu'il doit y avoir, le jugement populaire est, lui, déjà fait. Oui. Donc, dans son aspect d'homme public, sa carrière d'homme public, s'il avait voulu la protéger, les gestes qu'il a faits n'auraient pas dû être les mêmes. Maintenant, pour ce qui est de l'homme tout court, qui a droit à une justice équitable comme n'importe quelle personne, le système de justice auquel nous devons faire confiance va continuer. Cependant, Gilbert Rozon a fait une fortune grâce au grand public. Et c'est là où le Gilbert Rozon que nous connaissons, celui que les gens pouvaient apprécier ou moins apprécier, cet homme-là face au public a très peu de chance, pour moi n'a aucune chance de redevenir une personne crédible aux yeux de ces gens-là. Et ça, c'est pour ça que lorsqu'on dit aux gens en gestion de crise, rétablissez les faits rapidement, réagissez immédiatement, ne laissez pas l'opinion du public se cristalliser. C'est justement parce que quand vous arrivez 4 mois après, l'impression que Madame a est tout à fait vraie. L'impression qu'elle a, c'est qu'il se victimise et qu'il manipule. Et le seul responsable de cette impression-là, c'est lui-même pour ne pas avoir réagi avant. Et il y a le ton aussi, le ton qui a été emprunté. J'aimerais qu'on réécoute quand il sort du palais de justice et qu'Élisabeth lui tend le micro. Là, vous allez écoutez le ton. Il y a ce qu'il dit depuis tantôt, on cite là, de ses paroles, mais écoutez le ton. Monsieur Rozon, on vous a entendu, quand vous avez témoigné, parler des allégations. Est-ce que vous pouvez nous réitérer ce que vous avez dit durant durant votre témoignage? Madame, j'ai déjà tout dit. Alors, je les réfute. Je suis désolé si quelqu'un peut se sentir offensé par un propos déplacé, mais j'ai jamais fait... Par des gestes? Je n'ai jamais fait l'amour à quelqu'un si une personne me dit non, jamais. Alors, ces histoires-là, c'est... on verra c'est quoi les motivations, mais en fait, moi, je suis fatigué, madame. Alors, vous le voyez comment? Est-ce qu'il a l'air ébranlé? Est-ce qu'il est sincère, là, Victor? Est-ce qu'il est sincère, sa voix qui tremble, etc., là? Je vous dirais que, puis c'est difficile, je ne me permettrai pas de juger sa sincérité ou non, mais il y a une chose, le message n'est pas assez clair. Le messager dit « j'ai déjà tout dit » alors qu'il n'a justement rien dit au grand public. Et à ce moment-là, on sent M. Rozon extrêmement ébranlé. Et son message pour moi, si j'avais à le conseiller hier, ce qu'il aurait dû dire, s'il veut vraiment se défendre, c'est de dire « je n'ai jamais commis aucun geste répréhensible de nature sexuelle » parce que c'est ça que les gens lui reproche. En ayant un message qui semble être contrôlé, à ce moment-là, on peut douter de sa sincérité, pas parce que je le fais personnellement, mais parce que la perception du public, à ce moment-là, devient mitigée. Et c'est normal. C'est à cause de son message que cette perception-là peut être mitigée de la part des gens. Alors, Marc, le ton, là, tu l'as jugé comment, toi? Moi, le ton, je le juge de manipulateur. Mais voyons. Ça revient à ce que tu disais tantôt, manipulateur. Pourtant, même, tu as l'air ébranlé quand même, là, non? Et puis, il dit, je suis fatigué. Pour toi, tu penses qu'il s'est donné là, ce ton-là? Bien sûr, ces hommes-là ne sont pas ébranlés. S'il y a quelque chose qui ébranle présentement M. Rozon, c'est bien d'avoir peur de perdre sa fortune, d'être obligé de vendre son entreprise. C'est ça qui l'ébranle. C'est pas le fait d'avoir abusé des femmes. De ce qu'on voyait hier dans le stationnement, je n'achète pas ça. Marc, de ce qu'on voyait hier dans le stationnement, on voit un individu pris au dépourvu, dépassé par les événements, puis complètement souffrant de tout ce qui se passe actuellement dans cette situation-là. C'était pas de la comédie, là, ce qu'on voyait dans le stationnement hier. Là. Non. Tant qu'à moi, ça n'était pas du tout. Puis, dans la réalité, c'est actuellement, je pense que tant qu'il y aura pas d'accusation, bien, le traitement qu'il subit présentement, compte tenu
que ce ne sont que des allégations présentement, ça prend quand même des proportions importantes. Moi, je n'achète pas ça, non. Ces hommes-là qui sont capables de violer des femmes, qui sont capables de les toucher, qui sont capables de leur dire, écoute, si tu fais pas ce que je veux, je vais entacher ta réputation et tout. Non, ces hommes-là, ça se sent pas coupable, Mario. Tu penses que ça n'a pas d'émotion? Un homme qui est sur le bord de perdre toute sa fortune, qui a plus un ami qui parle ou ce genre d'affaires-là, il n'y a pas d'émotion. On ne parlera pas nécessairement du dossier Roson. On va y aller au sens large, on est au niveau de n'importe quel délinquant sexuel. Effectivement, quand le délinquant sexuel commet des gestes, oui, il manipule. Mais à partir du moment que c'est su, que c'est dénoncé, qu'il s'est fait prendre, à ce moment-là, perd souvent la conjointe, ses enfants, ses amis, sa famille, son travail, perd tout, puis se retrouve dans un système de justice. À ce moment-là, l'individu est complètement démoli, puis là, il n'essaye plus à manipuler. Là. Il est effectivement démoli. Non, c'est pas vrai. Puis manipulateur un jour, Mario, manipulateur toujours. Marc, t'en as vu combien dans ta vie des délinquants sexuels? Attends un peu, j'ai vécu avec des manipulateurs. Oui, je peux dire exactement comment ça fonctionne. Oui, c'est de la manipulation quand il y a du harcèlement puis quand il y a de l'abus, Mario. Depuis plus de 25 ans, ces individus-là. Puis je peux dire que oui, il y a de la manipulation dans les délits sexuels, mais quand ils se font prendre, effectivement, que là, leur monde s'écroule comme le monde de n'importe qui. Ils sont désolés parce qu'ils se sont fait prendre, pas pour ce qu'ils ont fait. Mot de la fin. Il y a une grande différence. Victor, est-ce qu'il peut sauver les meubles? Est-ce qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui qui changerait quelque chose? Non, pour moi, il est absolument clair qu'il est trop tard. On voit les répercussions sont claires, le jugement est là. On verra, bien entendu, si ensuite il est présumé innocent et tout ça, il y aura probablement une partie de la population qui se posera des questions. Mais je pense que non, comme personnage public, il n'y a aucune chance qu'il puisse revenir à être une personne crédible. OK, merci à vous trois d'avoir participé à cette réflexion-là. Restez là, retour. Un petit CA, et on va parler entre autres de M. Trump, qui veut organiser une parade militaire dans les rues de Washington. Il y a des gens ses partisans qui sont enthousiastes, ils disent « Ah, bravo, ça montre la puissance militaire américaine », mais il y en a d'autres qui disent « Es-tu fou? » après la pause. Toujours est-il qu'on est en plein cœur du quartier chinois. Il y a des milliers de personnes qui passent ici chaque jour. 100% nouvelles. C'est un service qui va s'ajouter à ceux qui sont déjà offerts. C'est la plus grande équipe de journalistes sur le terrain. Suivez Paul Larocque et son équipe en semaine 13h30 sur LCN. Lorsque vous êtes malade, le mélange Boclé procure un soulagement. Tenez, prenez Boclé pour votre toux et votre congestion les plus sévères et ressentez immédiatement une explosion de menthol. De la musique à mes oreilles. Boclé mélange original, ça goûte mauvais et ça marche. Quaker sait que vos collations du matin doivent être remplies de savoureux ingrédients. C'est pourquoi nous préparons les carrés déjeuner de Quaker Nature. Chaque carré fournit de l'énergie nutritive et 23 grammes de grains entiers et ne contient pas d'arômes artificiels. Les carrés déjeuner de Quaker Nature. Bien avant de profiter de votre retraite, il faut commencer par la planifier. Démarrez avec Simulaire, un outil simple pour vous aider à partir du bon pied. Trouvez-le sur jeplanifie.gouv.qc.ca. Work it, make it stronger. Make it, do it faster. Work it, make it, do it, make us stronger. Harder, better, faster, stronger. Our work is never over. Le plus grand bassin de main-d'œuvre au monde est formé de ceux qui travaillent à leur compte. Et nous travaillons pour eux. QuickBooks, avec vous où ça compte. Jusqu'au 25 février, des journalistes et photographes du Journal de Montréal et du Journal de Québec sont en Corée du Sud pour vous faire vivre les Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Sur toutes les plateformes et à tout moment, découvrez les espoirs, les efforts et les victoires de nos athlètes. Suivez leur parcours en route vers le dépassement personnel et le podium. Les Jeux olympiques au cœur de nos espoirs en temps réel sur le web et l'application J5. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec, fiers partenaires du Comité olympique canadien. En ce moment, louez le Nissan Rogue pour l'équivalent de 59 $ par semaine ou obtenez l'attraction intégrale sans frais sur nos modèles sélectionnés.
Ce dimanche, c'est comme un peu le début de ma reconstruction physique. Je vais subir ma toute première chirurgie de reconstruction. Obèse, changer de vie. Dimanche 22h15 à TVA. Bonsoir. La réforme Barrette est terminée. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé à 8 mois des élections. Selon lui, il ne reste que quelques ajustements à apporter. Une affirmation qui a fait sursauter l'opposition qui voit les choses bien différemment. Et la pluie verglaçante complique les déplacements pour les automobilistes et les piétons dans plusieurs régions du Québec. C'est le cas notamment à Montréal, en Montérégie, en Outaouais et à Québec. Un petit CA ce soir, c'est-à-dire qu'on se réunit pour jaser de choses et d'autres. Ce soir, avec Maître Jean-Pierre Ancourt et Maître François Vigeant dans nos studios de Trois-Rivières. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Allez, on va parler de M. Trump qui veut organiser un défilé militaire. Ça ne parle que de ça aux États-Unis parce que c'est sûr que ça ne va pas nécessairement dans la tradition américaine. Ça coûterait 20 millions de dollars. Voici comment il a présenté son projet, M. Trump. And it was one of the greatest parades I've ever seen. And to a large extent, because of what I witnessed, we may do something like that on July 4th in Washington, down Pennsylvania. Alors, on a vu qu'il était avec le président français Emmanuel Macron. Il est invité à la fête des Français le 14 juillet dernier. Il a tellement été impressionné par ce qu'il a vu. Vous voyez les images, là, c'était l'armée française qui défilait avec les tanks, les bombes et tout ça. Et il a dit, je vais faire la même chose. Il arrive avec cette proposition-là, ça ne fait pas l'unanimité. François, comment tu vois ça? C'est une bonne idée de faire un défilé de la sorte? Bien là, pour lui, oui, parce que sa base, là, les gens qui votent pour Trump, là, ils aiment ça, les parades, puis les missiles, puis les saluts au drapeau, puis ces affaires-là. Ils aiment ça, eux autres. Les fusils. Ça rejoint la base de Trump, électoralement. Mais pourtant, il y a des républicains qui se sont présentés, qui ont dit on est contre ça. J'ai même entendu des généraux républicains dire voyons, ça va coûter 20 millions. Ouais, on n'a pas de temps à perdre avec ça. Là, puis... Mais ces gens-là ne représentent pas la base de Trump. Les vrais républicains, là, c'est pas des Trump. Trump, c'est un démocrate peinturé en républicain. Sa base, c'est pas ce monde-là. Sa base, c'est des gens qui aiment ça, ces patentes-là. Puis je vous le dis, il va faire un hit avec sa parade. Ah oui, Maître Rancourt, qui demeure quand même aux États-Unis, à la frontière, mais quand même aux États-Unis, comme Américain, comment vous voyez ça? Oui, il faut dire que je travaille à Montréal, mais je vis au Vermont. Ma maison est là. Mais non, ici, dans le Vermont, je peux vous dire, j'ai consulté avec des gens. Il s'en fout pas mal, le monde ici, de cette parade-là. On est occupé à travailler ici, business. Les gens ont voté. La base dont parlait Maître Vigeant, cette base-là, c'est parce qu'on veut que le pays soit drivé, si vous me passez l'expression, en business. Et on pensait que Trump était le gars pour s'occuper de la business, parce que partout aux États-Unis, et principalement au Vermont, les petites PME, les petites business ont de la misère à survivre parce que on est socialiste maintenant et tout le monde peut récolter de l'argent sans travailler trop fort. Alors, avec Trump, on a dit, lui, là, il va faire en sorte que notre pays, il va être géré comme une business. Et là, qu'il y ait une parade, bon, comme disait Maître Vigeant, sa base va être en faveur de ça. Mais les gens, quand ils vont s'apercevoir que ça coûte 20 millions pour faire une parade, pour faire son petit Napoléon, comme en France, moi, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être contre ça c'est sûr. Il y a juste la France qui fait ça dans les pays occidentaux. Pour le reste, c'est plutôt les dictatures. On vient de voir des images là, de Corée du Nord où c'est sûr que Kim aime bien ça montrer ses gros tanks. Là. Ah ouais. Et la Russie, on fait la même chose. Ça fait une éternité. C'est une tradition. Et c'est comme si Trump était fasciné puis aimerait ça avoir du pouvoir comme eux autres. D'ailleurs, je voyais dans le journal Montréal ce matin quelqu'un qui disait c'est une espèce de dérive autoritaire. Il aimerait ça. Il est tout le temps en train de vomir sur le FBI, sur le ministère de la Justice, sur les cours de justice, sur les institutions américaines. Et il aimerait ça avoir le pouvoir absolu, puis c'est une incarnation de ça. François, toi qui étais plutôt sympathique à M. Trump au début, est-ce que c'est ta perception? Oui. Premièrement, j'aimerais me confesser. Allez-y, M. Lévesque va vous écouter. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais dit que je détestais tellement Hillary Clinton que je serais prête à voter pour Donald Trump. OK? Ouais, je retire ce que je dis. OK? J'avoue que j'avais pas raison. OK? Mais c'est ça qui s'est passé ici. Moi, la majorité des gens alentour de moi là, qui ont voté pour Trump, on n'a
peut pas mettre Hillary Clinton là. On l'haïssait à mort. Fait qu'on s'est dit, des deux mots, on prend le moins pire. Est-ce que on a bien fait, là? Oui, puis il n'y a pas à dire, parce que vous demeurez dans un État historiquement démocrate, en plus. Exact. Et il fallait que les gens ne l'aiment vraiment pas, Hillary Rodham. Mais pour en revenir au point de notre ami Trump, là, je voudrais vous rappeler qu'il y a quelques jours, il a dit, après le discours de l'Union, que ceux qui ne l'avaient pas applaudi pendant le discours, c'était des traîtres à la nation. Ah oui, ça sonne pas mal Kim Jong-un, ça. Bien, là, on riait des présidents des républiques de bananes, là, OK, que lui appelait ça par ce nom-là en anglais, j'ose pas le répéter, et lui se moquait de ces pays-là. Bien, je m'excuse, mais là, la façon dont il se comporte, là, c'est lui qui a de l'air un peu fou. Et là, les pays en émergence, qui sont des pays plus pauvres peut-être et qui en arrachent et qui, dans certains cas, ont des dictatures effectivement complètes, bien, ils vont paraître pour des démocraties si on laisse... Bien, pas nous autres, là. Je laisse ça à mon collègue, mais si les Américains laissent ce gars-là au pouvoir... Là, il reste quoi, en fait, 2 ans et demi? Aussitôt que tu poses une question, que ce soit l'FBI, la CIA, le ministère de la Justice, n'importe qui, aussitôt qu'il y a quelqu'un qui va un peu à l'encontre de ses politiques, pour lui, c'est inacceptable. Et vraiment, il y a des réflexes de dictateur. Et comme les dictateurs russes, il y a son agence TASS, parce que Fox répète exactement ce qu'il dit, et il se fie à Fox comme une agence de presse, qui serait une agence de presse gouvernementale, comme sous les dictatures. Là, probablement qu'Erdogan a la même chose en Turquie. Alors, Maître Rancourt, on va changer de sujet, puis on va parler d'IPAC au Québec. l'IPAC, UPAC. Vous avez vu la une du Journal de Montréal aujourd'hui. C'est drôle, les nouvelles qui concernent l'UPAC. Maintenant, c'est des fuites sur les fuites. Avec les fuites, on veut savoir qui a fuité, puis ça commence à être un peu compliqué. Mais ce qu'on comprend, c'est que l'UPAC a ciblé Guy Ouellet et Lino Zambito dans ses affidavits. On disait... nous autres, on pense, là, on veut pouvoir enquêter sur eux autres parce qu'on pense que c'est eux qui sont responsables des fuites. Alors, Maître Vigent, comment vous voyez ça? Bien là, je t'ai rendu à Maître Rancourt. Comment vous voyez ça, ces fuites-là? Là? Ben moi, c'est de la police, vous savez, c'est le pouvoir de la police depuis que je pratique, depuis 40 ans. On l'a vu, des abus de pouvoir. Là, on le voit, puis ça sort, là, parce qu'avant ça, c'était pas mal caché. Alors là, on le voit, et là, policier contre policier, et puis on se met un petit couteau dans le dos à un, puis à l'autre, puis tout ça. Moi, là, j'étais un petit peu... en tout cas, je comprends mal ce qui se passe, mais je comprends en dessous ce qui s'est passé et ce qui va se passer. J'espère qu'à un moment, on va leur enlever un petit peu de pouvoir pour ne pas qu'il y ait cette guerre de pouvoir-là à l'intérieur de la Sûreté du Québec, de la Sûreté municipale de Montréal. On est rendu là. Alors, François, te démêles-tu là-dedans? Maître Rancourt, qui est un spécialiste, ne comprend pas. Puis ce matin, je disais à mon journal, du coup, où est-ce qu'on est rendu, là? Comprenez-vous? Oui, bien, moi, je suis d'accord avec Maître Rancourt et j'ai une théorie là-dessus. Je pense que les nouvelles technologies, malheureusement, ont mal servi certains services de police qui s'adonnaient à certaines surveillances, pas toujours légales par le passé, et que là, avec l'avènement de toute la technologie, les nouveaux téléphones intelligents, etc., la possibilité de se faire filmer, de se faire écouter sans mandat, etc., je pense que ça a desservi certains services de police et ça a mis au jour des choses qu'on n'aurait jamais su par le passé. Et vous savez, les policiers, souvent on va dire, ils sont amis entre eux autres, mais il y en a qui ne s'aiment pas, hein, dans ces services. On comprend. C'est une des conclusions de l'affaire. Mais il y a des chums. On se rend compte que Guy Ouellet était chum avec le boss de la SQ qui se trouve à être le gendre du boss de l'UPAC. Écoute... Mais il ne l'est pas avec Lafrenière, ça, je peux vous le dire. Ah, ça, c'est sûr. Alors, mais jadis, Maître Vigent, on se rappellera, les policiers se couvraient un l'autre. Oui, hein, ça c'est sortait plus le pas. cas. Il y a rien qui... Là, à cette heure, c'est le contraire. Ils veulent se planter l'un l'autre. Ouais. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, comme vous dites, avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie. Là, ils vont accuser l'un, accuser l'autre. C'est de savoir lequel on va pouvoir prendre en défaut. Alors, on est rendu là. Et là, la protection des sources, qui est au cœur du problème de l'UPAC, il va y avoir un dénouement extrêmement intéressant. Vous savez que dans la cause de Mme Normando, là, devant le juge Huot, là, il y a une requête qui va être présentée. Faites attention à ce que vous dites, là. Ah oui. Bien, il va y avoir une requête très bientôt qui est présentée
par un des défendeurs ou par la défendresse pour connaître l'identité d'une des sources. Et là, vont s'affronter deux principes extrêmement importants, à savoir, est-ce que c'est le droit de l'accusé qui doit l'emporter pour avoir le droit à une défense pleine et entière de connaître l'identité de la source de la fuite, ou bien on doit faire prédominer l'intérêt des justiciables en général, de la collectivité, à avoir accès à l'information et protéger la source. OK. Alors là, ce qu'on sait, cependant, c'est que c'est pas mal plus compliqué que c'était les affaires policières. En mettre en cours. Merci d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Pierre Jobin qui vient se joindre à nous. Pierre Jobin qui est à la tête du bulletin de nouvelles de TVA à Québec depuis 25 ans. Il a vécu toutes sortes d'événements, bien évidemment, depuis qu'il est là-bas. Il va nous raconter tout ça dans 3 minutes après la pause. L'hélicoptère TVA Nouvelle, plus que jamais au cœur de l'action. Des images et des reportages encore plus clairs. Du haut des airs, voyez vos nouvelles autrement. Avec l'hélicoptère TVA Nouvelle. Comment rendre vos cheveux encore plus forts? En utilisant le shampoing Pantene, combiné au revitalisant quotidien 3 Minute Miracle. Leur formule prouvée agit comme une multivitamine, rendant vos cheveux 2 fois plus forts. Découvrez la différence avec l'ajout du revitalisant quotidien 3 Minute Miracle à votre routine. Chez Mazda, nous voulons vous démontrer que nos véhicules peuvent résister aux climats les plus froids. Nous avons donc recréé le climat du lac Saint-Jean où nous faisons nos tests de froid extrême. Mais parce qu'optimiser l'efficacité de nos pompes à eau et à huile nous obsède, notre moteur SkyActiv démarre sans problème et vous avez l'esprit tranquille par temps froid. C'est cette obsession pour les détails qui nous permet de vous offrir en toute confiance Mazda illimité, la seule garantie de kilométrage illimité au Canada. On a tous déjà laissé passer des trouvailles fabuleuses chez Winners. Comme cette trousse à sourcils ultra tendance. Avec ça, mes selfies auraient fait un malheur. Moi, c'était ma crème naturelle pour le visage. À ce prix-là, je me serais roulée dedans. Hey, ça aussi, ça aurait fait un malheur. Winners, c'est fabuleux pour si peu. Mon cher, c'est une collaboration dans le sens le plus pur du terme. Contraste et harmonie, avec plus de 50 ans d'histoire. Et puis, il y a le bacon qui vient perturber cette iconique silhouette. Enfin, moi, j'ai pas de mots, hein, c'est disruptif, tiens. Et pourtant, tout ça, c'est fait avec une harmonie presque symbiotique. J5, l'application du Journal de Montréal et du Journal de Québec, maintenant disponible sur votre tablette, présente le concours 5x5. 5 destinations de rêve. Playa Mujeres, Cancun, Panama, République dominicaine, Jamaïque. 5 gagnants. 5 forfaits vacances de 5 000 $. 25 000 $ en prix. Pour participer, téléchargez gratuitement l'application J5 sur votre tablette et inscrivez-vous. J5, les nouvelles en temps réel. Vous avez besoin de vous réchauffer? Chaque mercredi, Vacances Sell-Off lance des prix follement bas pour vous faire fondre avec la grande fonte de prix. Ne ratez pas ces aubaines de dernière minute sur les vacances au soleil, telles que vues à Salut Bonjour, dans les journaux et sur vacancesselloff.com. La force du direct. La Ville de Montréal qui crée un poste de commissaire aux relations avec les Autochtones. Elle s'appelle Maître Marie-Ève Bordelot. Montréal veut rétablir les ponts. Ça va faire partie de ma stratégie de réconciliation. LCN. Voici pourquoi les Québécois préfèrent LCN. Mario Dumont, Jean-François Guérin, Cindy Royer, Pierre Bruno. La chaîne de nouvelles en continu, numéro 1 au Québec. Le TVA, édition Québec, avec Pierre Jobin. Bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue au TVA édition Québec du lundi 22 février. Une première en votre compagnie ici à TVA. Alors, il y a 25 ans, aujourd'hui, Pierre Jobin prenait la commande du bulletin de TVA à Québec. On fête ça aujourd'hui, 25 ans. Salut, Pierre. Salut, Denis. Merci de le souligner, c'est gentil. Ça fait plaisir. Tu étais à TQS à l'époque et tu as passé avec grand fracas. C'était quelque chose d'important que tu arrives. Écoute, malgré tout, tu sais, Denis, je trahissais ceux qui me donnaient ma première chance, mais l'offre de Philippe Lapointe à l'époque était tellement intéressante, le défi était tellement intéressant que j'ai expliqué à mes collègues de TVA. J'ai fait une lettre personnelle à chacun, je m'en souviens, un petit mot personnel pour dire, écoutez, c'est déchirant le choix que je fais, mais je
carrière différente qui m'est offerte. Alors oui, j'ai fait le saut. J'étais environ 4 ou 5 ans du côté de TQS et par la suite, c'était le début ici. Je suis arrivé en quelque sorte le 8 février, la journée d'aujourd'hui, mais là, quelques jours de préparation et tout, puis connaître l'équipe. Et en ondes, le premier, c'était quelques jours plus tard, donc le 22 février, Denis. Alors, je regardais l'actualité que tu as eu à couvrir au cours de ces années-là. Tes maires étaient hauts en couleur. Tu as eu des maires en couleur, Lallier, Boucher, Labaume, Pelletier, etc. Des personnages. 4 maires bien différents. Un Jean Pelletier qu'on a connu bouillant, entre autres, à la fin de sa carrière. Jean-Paul Lallier, ce qui est particulier, Denis, c'est que quand je suis arrivé à Québec en 89, j'invite Jean-Paul Lallier à déjeuner, ainsi que Jean-François Bertrand. Je dis, je veux vous connaître. Tout simplement, je veux apprendre qui vous êtes, quel est votre programme. Et le contact avait été très, très bon dès le départ avec M. Lallier, qui m'expliquait déjà les grandes lignes de ce qu'il voulait faire comme travail ici à la Ville de Québec. C'était quoi ses projets, sa pensée pour la Ville. Il y a eu André Boucher aussi, que tu as aussi connu, Denis. Ah oui, bien, elle était spectaculaire. Mme Boucher, la langue dans sa poche. Et Mme Boucher, c'était une grande démocrate, mais oui, elle pouvait appeler au lendemain d'un bulletin de nouvelles pour dire, parce que c'était une maîtresse d'école avec son tableau, on s'en souvient, là, pour dire, bon, hier, M. Jobin, vous avez dit telle chose dans le bulletin, je ne suis pas d'accord, c'est pas ci, c'est pas ça. Et elle avait raison de le faire par moment. Des fois, on disait, écoutez, Mme Boucher, non, c'est pas le même point de vue qu'on a, et elle respectait tout ça. Et je me souviens aussi, même parce qu'elle en parlait, Denis, tout le temps. Elle en parlait tout le temps de sa dinde du temps des fêtes. Et une fois dans le temps des fêtes, je dis, Mme Boucher, je l'appelle un 25 décembre au matin. Je dis, Mme Boucher, donnez-moi donc votre recette, là, on va la faire. Elle était très sympathique et on avait goûté à la dinde de Mme Boucher chez nous en famille. Oui. As-tu goûté à celle du maire Labaume? Non, pas encore. Mais c'est un style différent, le maire Labaume. Quand même, de bons contacts aussi avec lui dès son entrée ici en poste. Même chose pour un peu connaître le personnage. Je me suis fait un devoir de rencontrer en tête-à-tête ces gens-là. Alors, M. Labaume qui est toujours en poste aujourd'hui. Alors, oui, ce sont des maires au style bien différent qui ont une grande passion pour Québec, bien entendu. Et c'est pas facile, le travail de maire à Québec. Des fois, ici, il y a des critiques à gauche et à droite. On connaît le monde de la critique ici à Québec. Le microcosme là-bas est assez serré. Je voyais une série de drames là, que tu as vécu. Perdre un collègue de travail, Gaétan Giroir, c'était un moment assez triste. C'est terrible, ça, Denis. Et ça, je me souviens encore, c'est en 99, parce que je finis le bulletin à 6h30. Je m'en vais vers 7h moins 20 prendre mon manteau. Et Gaétan est au photocopieur. Il est en train de préparer, j'imagine, son émission du lendemain. Il est en train de faire des photocopies. Et le lendemain matin, vers 9 ou 10 heures, dans la salle des nouvelles, on commence à être inquiet. Il ne s'est pas présenté pour son émission du midi. Et là, on apprend rapidement le drame. On doit le communiquer à tout le monde. Mais par la suite, surtout, et j'en ai encore des frissons quand j'en parle aujourd'hui, Denis, le communiqué à 18 h en disant on a perdu un être cher, on ne comprend pas, c'est l'incompréhension, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, il semblait si fort, si heureux. C'était le défenseur de la veuve et l'orphelin, tu t'en souviens dans le temps. Alors, qui s'enlève la vie, ça allait tellement contre la force de ce personnage. Tout à fait. Et donc, c'était une grande souffrance intérieure qu'il avait quand il travaillait auprès de nous, j'imagine, au cours des dernières semaines. Alors ça a été assez difficile pour toute l'équipe, oui, en effet, oui. Et c'est pas du tout du même ressort quand même, mais ce qui a été pénible, et d'ailleurs, vous en vivez encore les contre-coups, c'est que vous avez perdu les Nordiques de Québec et c'était un grand deuil pour la ville. Ça, c'était, avec Marcel Aubu, c'était en 1995, si je ne m'abuse, il ne faut pas que je me trompe dans mes dates, là. Et puis, oui, parce qu'il y a eu de l'espoir jusqu'à la toute fin ici. Les gens espéraient, les gens n'y croyaient pas. Marcel Aubu, est-ce qu'il aurait pu offrir l'équipe à des intérêts d'ici? Est-ce qu'il aurait eu le même montant qu'ici qu'il a eu avec le Colorado? Alors, il y a eu des critiques, il y a eu Je me souviens de cette conférence de presse, entre autres, du côté du Concorde. Là. Et je pense que les gens de Québec, ça pleurait ici, Denis. Il y a des gens qui étaient très tristes, qui perdaient leur équipe et qui savaient, j'imagine, qu'avant qu'il y ait un retour, et on le voit bien aujourd'hui que c'est loin d'être évident, qu'avant un retour d'une équipe de la Ligue nationale, ça prendrait bien des décennies. Alors oui, ça a été un grand moment aussi des gens de Québec. Est-ce que Marcel Aubu existe encore à Québec? Est-ce qu'il y a encore Marcel Aubu, un rôle social un peu plus discret. Après sa descente aux enfers, là? Un peu plus discret. Il a ouvert un bureau sur Grande Allée, si je ne m'abuse, où il continue de faire des choses légales, parce qu'il est toujours avocat, mais c'était un homme qui est un peu plus discret dans la ville de Québec en ce moment. Des grands drames, les éboulements et l'île verte, là, et ça t'a concerné là, vraiment personnellement, tu étais tout près là-dedans. Les éboulements, et ça, c'est particulier. Je parlais avec une amie qui était médecin le matin. Elle me dit, là, je ne sais pas, il faut que je raccroche, parce que ma pagette, on avait pagette dans ce temps-là, ma pagette n'arrête pas de sonner. Il faut que je rentre à l'hôpital d'urgence, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, on découvre que oui, il y a cet accident aux éboulements, 43 victimes.
C'est beaucoup de gens pour le village de Saint-Bernard sur la rive sud de Québec. On arrive sur place aussi, on se dépêche de se déplacer. Gaétan Giroir était d'ailleurs avec moi sur cette couverture. L'incompréhension, une des pires tragédies encore au niveau des autobus au Canada, Denis. Alors, très triste ces événements de 1997. Et à l'île verte aussi, là, vraiment, il y a tant de personnes qui meurent dans l'incendie. C'est plus près de nous, en effet, mais oui, l'île verte, 2014, 32 victimes de ce côté. Et là, on est arrivé très tôt le lendemain au matin et vraiment, là, c'était froid, c'était glacial. Mais là, c'est tout un village qui perdait sa mémoire, hein? Ces personnes âgées. Et je me souviens encore de cet homme, alors que j'étais en direct. Il y a un homme qui s'en vient l'après-midi, qui passe derrière moi, qui regarde, un homme âgé seul, qui me dit, ben là, c'est parce que ma voiture est là, je ne peux pas sortir, puis j'aimerais ça avoir ma voiture parce qu'il faut que je me trouve un appart. Et je me souviens qu'il me dit, il faut que je me trouve un appart. À 82 ans, qui avait tout perdu, qui avait perdu des amis, qui l'avait aidé à en sortir aussi des flammes. Alors oui, ça aussi, ça a été assez marquant, cette tragédie de l'île verte, oui. Et rapidement, il y a l'opération Scorpion qui t'a marqué en quoi, donc? Bien, Scorpion à Québec, c'est tout le climat de suspicion, d'inconfort. Le maire Lallier parlait d'odeur de purin. Tout le monde pensait que quelqu'un était dans le réseau de prostitution juvénile. S'il n'y avait pas d'arrestation, on disait qu'il y avait des interventions politiques. C'était un climat assez particulier à Québec pendant des années ici. Il y avait entre autres Robert Gillet, bien entendu, des personnalités de la radio. Il y a eu des rumeurs sur un paquet de noms. Ça rendait ça inconfortable. Et oui, ça a été aussi un épisode assez triste, disons, au niveau des informations ici à la Ville de Québec. Oui, et j'y étais à ce moment-là, puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rumeurs. Hey, dis-moi, il nous reste quelques secondes. Comment tu vois la suite des choses? Veux-tu travailler encore longtemps, toi? Je pense que si la santé le permet, Denis, je pense que c'est un petit peu comme moi, si la santé le permet, puis là, j'ai des amis en ce moment qui vivent des moments difficiles, puis je le dis souvent, hein, quand on souhaite bonne année, là, le 1er janvier, là, bonne santé, là, je pense que c'est la santé qui en dépense. Ça nous garde jeunes. C'est un beau métier qu'on a, Denis. On est payé pour apprendre à chaque jour et pour communiquer. Et c'est stimulant, c'est sûr. Alors, je te souhaite un autre 25 ans minimum. Merci. C'est beaucoup, mon Pierre. Au revoir, merci. Bye-bye. Restez là au retour. On va parler de Uma Thurman qui a vécu un accident terrible il y a quelques années, il y a plusieurs années en fait, et ça revient dans l'actualité avec Pascal Ouellet.